Bonjour et bienvenue sur A-News Mobility, le média et la web TV des mobilités pour cette nouvelle grande interview. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Boucly, qui est président de France Hydrogène, avec également des fonctions chez GRT Gaz. Bonjour Philippe Boucly. Bonjour. Alors, vous êtes polytechnicien et ingénieur à l'École des Mines de Paris et vous avez fait, si je ne me trompe pas, une longue carrière chez Gaz de France. Oui. Mais vous sauriez mieux en parler que moi. Donc, Gaz de France, d'ailleurs, qui a évolué, qui a pris plusieurs appellations et qui s'appelle Engie aujourd'hui, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a eu d'abord une fusion entre Gaz de France et Suez pour devenir GDF Suez et ensuite Engie. Et j'ai fait toute ma carrière dans les infrastructures de transport et de stockage de gaz naturel. Donc à la fois dans les stockages de gaz naturel dans les cavités salines, transport international de gaz, traversée du gaz russe à travers l'Allemagne, le tuyau qui traverse l'Allemagne. J'ai dirigé le gaz en Slovaquie. Et donc là aussi, il y a le gaz russe dont on parle actuellement traverse la Slovaquie après avoir traversé l'Ukraine. Et j'ai terminé ma carrière comme directeur général de GRT Gaz. Donc là, le principal opérateur de réseau de transport de gaz à haute pression en France. Et vous avez toujours des fonctions chez GRT Gaz? Alors je représente GRT Gaz à France Hydrogène. D'accord. Puisque France Hydrogène ne comporte que des personnes morales. Et donc GRT Gaz est l'un des premiers adhérents de France Hydrogène. D'accord. Donc, président de France Hydrogène, donc vous êtes arrivé avec quelle mission et pour atteindre quels objectifs? C'est quoi le cœur de métier ou la fonction? La mission de France Hydrogène, c'est de montrer les atouts de l'hydrogène, comment l'hydrogène peut concourir à résoudre les problèmes posés par le réchauffement climatique, et donc comment l'hydrogène s'intègre dans la transition écologique. Et donc... j'ai d'abord été premier vice-président de 2013 à 2017, c'est-à-dire le numéro 2 en fait, et président depuis. Il s'agit essentiellement, on en parlera probablement, mais on a une dynamique formidable de développement de l'hydrogène en France. En 2016, il y avait à peine 60 adhérents. On est plus de 400. Oui, c'est ce que j'ai vu. On est plus de 400. C'est quoi comme type d'organisme, France Hydrogène? C'est une association loi 1901. D'accord. Qui est pas nouvelle. C'est apparu. Enfin, le nom est récent. C'était la FIPAC avant, c'est ça? Voilà. En fait, ça a été créé autour des années 2000. Essentiellement à l'instigation d'Air Liquide et d'universitaires. En 2009, la secrétaire d'État Chantal Jouanneau a demandé à l'ADEME et puis ça s'appelait à ce temps-là Association France Hydrogène, simplement. Donc elle a demandé à l'Association française de l'hydrogène et puis à l'ADEME, puis à un certain nombre d'industriels, d'écrire une feuille de route sur l'hydrogène. Et c'est à peu près en 2010 qu'a été créée l'AFIPAC, Association française pour l'hydrogène et les piles à combustible. Bon, moi j'ai trouvé qu'on arrive, il y a 2 ans à peu près, j'ai trouvé que c'était pas très vendeur, c'était pas, oui, l'AFIPAC, c'était pas très parlant. D'un point de vue marketing. Or, là, avec France Hydrogène, je crois qu'on affirme clairement qu'on veut développer l'hydrogène et au bénéfice de la France, contribuer en particulier à la réindustrialisation de la France. Alors ça fait à peu près 5 minutes qu'on parle d'hydrogène. Juste une petite piqûre de rappel pour nos auditeurs. L'hydrogène, c'est quoi? C'est fait pour qui et pour quels usages? Alors l'hydrogène, c'est l'élément le plus abondant de l'univers. Oui, de l'univers, oui, parce que le Soleil il marche avec ça. Oui, c'est l'élément le plus abondant. Le mauvais côté de la chose, c'est qu'actuellement, alors on en consomme en France un peu moins de 1 million de tonnes, enfin 900 000 tonnes à peu près. Dans le monde, de l'ordre de 70 millions de tonnes. Et plus de 95%, je dirais même 99%, est fait à partir de fossiles. Et donc le mauvais côté de la chose, c'est que quand vous produisez de l'hydrogène à partir du gaz naturel, vous produisez 9 kg de gaz carbonique par kilo d'hydrogène. Si vous le faites à partir de pétrole, c'est de l'ordre de 13-14 kg.
Et à partir du charbon, c'est 20 kg. Donc on sent bien que c'est pas soutenable et qu'il faut trouver d'autres façons de produire l'hydrogène. Alors il y a plusieurs façons de produire l'hydrogène. D'abord, on peut continuer à partir de, et certains pays l'envisagent, de continuer à partir de fossiles, mais capter le gaz carbonique et, disons, le mettre dans des endroits où il ne ressortira plus et il ne viendra plus concourir à l'effet de serre. Ou alors le mélanger avec d'autres produits pour faire... Alors oui, mélanger, le faire réagir. Donc ce gaz carbonique, on peut effectivement lui donner une deuxième vie. C'est ce qu'on appelle le CCU, le Carbon Capture and Utilization. Donc on lui redonne une nouvelle vie, notamment avec des carburants synthétiques, par exemple, ou du méthanol, ou même simplement du méthane de synthèse. Et l'autre façon, c'est de le stocker, le séquestrer, notamment dans des champs abandonnés, dans des champs de gaz naturel abandonnés ou dans des aquifères très profonds, notamment en mer du Nord. Ça se fait depuis longtemps. Les pétroliers ont cette expérience. Donc ça, c'est une première façon, et on obtient ainsi donc un hydrogène bas carbone, puisqu'il a été débarrassé de son gaz carbonique. Enfin, le gaz carbonique ne concourt plus à l'effet de serre. La deuxième façon, qui est celle qui est portée actuellement, qui est la plus, disons, en vogue actuellement, c'est l'électrolyse. L'électrolyse, c'est-à-dire donc casser la molécule d'eau avec un courant électrique. Alors ça, c'est vertueux pour autant que votre électricité est vertueuse. C'est-à-dire que... oui, si c'est à nouveau à base de charbon... Faire de l'hydrogène en Chine, je ne voudrais pas critiquer la Chine, mais je pense qu'il vaut mieux un bon diesel plutôt que de rouler à l'hydrogène fait avec le courant du réseau chinois. Il y a d'autres façons encore. On peut utiliser ce qu'on appelle la plasmalyse. La plasmalyse, c'est donc faire un plasma, c'est-à-dire... donc le plasma, il y a... vous cassez la molécule de méthane. C'est-à-dire que les choses sont soit solides, soit liquides, soit gazeuses, ou sous forme de plasma. Oui, on peut le dire comme ça. Donc le gaz naturel, vous pouvez casser la molécule de méthane dans un plasma que vous créez soit dans une torche à plasma, et soit avec un micro-ondes, et vous avez comme ça d'un côté du carbone black et de l'hydrogène. Ce carbone black, il peut avoir un usage intéressant. Alors à petite échelle, pour l'anecdote, c'est le moyen qu'on utilise aussi pour faire du diamant artificiel. On casse du méthane, on a comme ça des atomes de carbone et on peut les faire, on peut faire grossir un cristal de diamant comme ça. Bon, ça c'est l'anecdote. En revanche, il y a une société américaine qui exploite des brevets trouvés en France, déposés en France, et qui produit donc du carbone black et de l'hydrogène bas carbone aux États-Unis. Ce carbone black, il peut servir dans les encres, il peut servir dans les pneus, et il peut servir aussi comme adjuvant dans les sols pour retenir l'humidité. Donc c'est tout à fait intéressant. Il y a également vous pouvez faire de l'hydrogène à partir des déchets. Des sociétés comme Veolia y pensent. Et également, il y a de l'hydrogène natif. Il y a des poches d'hydrogène Oui, on n'en a jamais cherché, donc on n'a pas trouvé. Mais il y a un certain nombre d'endroits où on sait qu'il y a de l'hydrogène. Et alors, il y a, de façon très, très limitée, une exploitation de ce type au Mali. Oui. Au Mali. Donc une production d'hydrogène. Alors ça n'a rien de mystérieux, hein. C'est la décomposition de l'eau dans certaines conditions de température et de pression sur des sols qui sont probablement à base de fer, donc un métal réducteur. Et donc l'hydrogène se forme et s'accumule, et puis on peut aller chercher en forant un puits. Alors ensuite, l'hydrogène, il faut le transporter, le stocker et le transporter. Donc on le fait changer d'état, on le refroidit, il devient liquide, on le laisse à l'état gazeux. Oh, vous avez beaucoup de moyens de transporter de l'hydrogène. Alors c'est pas facile parce que c'est une molécule, disons,
très agile. Alors, en petite quantité, vous pouvez transporter dans des bouteilles sous pression. Donc, ça commence à 200 bars, mais vous pouvez monter à 500 bars. C'est ce qu'on trouve dans les vélos Pragma ou ce genre de choses. Dans un réservoir de Mirail, là, les taxis qui roulent dans Paris, vous avez de l'hydrogène à 700 bars. Ouais. Il y a à peu près 2 standards qui... En gros, quand vous avez de la place, la compression c'est cher, donc faut éviter, si on peut se permettre de monter beaucoup en pression, faut le faire. Donc par exemple sur un bus, vous avez de la place pour mettre les réservoirs, par exemple sur le toit, et donc 350 bars suffit. Dans une voiture, c'est un peu plus difficile, et donc les constructeurs ont opté pour 700 bars. Donc sous pression, 200, 500, 200, 350, 500 jusqu'à 700 bars. Vous pouvez être transporté par canalisation. Les transporteurs comme GRT Gaz, mais également les exploitants, de façon générale, les exploitants d'infrastructures gazières ont montré qu'on pouvait utiliser les infrastructures de gaz naturel pour transporter et stocker l'hydrogène. Ceci, c'est pas à faire n'importe comment. Il y a certaines conditions. C'est-à-dire que l'hydrogène a la fâcheuse tendance, comme c'est une petite molécule qui se faufile un peu partout, à fragiliser les aciers. Et donc, tous les aciers ne sont pas propices, aptes à recevoir de l'hydrogène. Donc, il y a un travail qui est fait actuellement de la part des exploitants de réseaux de gaz, distribution et transport, pour qualifier leur réseau et voir quels tronçons pourront accepter de l'hydrogène et quels tronçons devront être remplacés ou doublés dans le futur si on veut transporter l'hydrogène selon un certain axe. Alors on a évoqué tout à l'heure la Toyota Mirai, donc dans la société Hype, et donc ça fonctionne l'électricité sert à faire de l'hydrogène qui lui-même refait de l'électricité pour faire avancer la voiture. C'est un des reproches que font certains, notamment des gens comme Elon Musk qui, on sait très bien, lui, ils vendent des voitures électriques. Donc, mais est-ce que c'est... est-ce que c'est rationnel, puisqu'on a de la déperdition en matière d'efficience? Et la deuxième chose, j'ai entendu des polémiques, des discussions, par exemple, entre alors il vaut mieux une petite pile, une grosse batterie, ou plutôt une petite batterie et une grosse pile à combustible pour les véhicules. C'est quoi c'est la chaîne. Est-ce que finalement il faut faire des voitures électriques, des voitures électriques mais avec de l'hydrogène, et deux, quel est le choix entre la batterie, la taille de la batterie et la taille de la pile? Oui, je n'avais pas fini sur le transport. Pardon. Je n'étais resté qu'à l'hydrogène gazeux, soit en bouteille, soit, après, il y a liquide, soit dans des gazoducs. Donc je disais, les transporteurs s'y préparent. Et on montrait qu'on peut transporter et transformer une bonne partie du réseau actuel de transport de gaz naturel, le transformer pour transporter de l'hydrogène. Les ordres de grandeur, alors ils l'ont réévalué récemment, mais on peut partir sur une base de 13 000 km, au niveau européen, 13 000 km de réseau pour être utilisé dès 2030, et de l'ordre de 40 000 km en 2040 pour transporter, avec des coûts qui sont tout à fait intéressants. On estime que le transport de 1 kg d'hydrogène pourrait coûter 0,1 à 0,2 euros par 1000 km, sur 1000 km. Parce que les alternatives, c'est quoi? Les alternatives, c'est l'hydrogène liquide. Ouais. Et ça, il faudra y penser si on va chercher au-delà des mers, je dirais, si on va chercher l'hydrogène au Chili, en Australie, en Namibie, dans le Golfe. Donc, mais là, disons, les coûts de liquéfaction sont assez élevés, et donc un certain nombre d'entreprises, Engie notamment, s'emploient à réduire ces coûts de liquéfaction.
L'autre produit, c'est le méthanol. Le méthanol, produit de base de la chimie, donc, et ça se transporte bien aussi. Donc ça serait une autre façon. Et dernière solution qui est envisagée, c'est les LOHC. Alors, un nom un peu barbare pour dire Liquid Organic Hydrogen Carrier. Donc c'est en fait des molécules, le toluène, auquel on accroche des atomes d'hydrogène. Et ça fait un produit nouveau, mais qui est liquide, qui se manipule bien. Donc vous le chargez sur votre bateau, vous l'amenez à destination, vous faites l'opération inverse, vous séparez. Le toluène, vous le remettez sur le bateau, et vous renvoyez à l'expéditeur, et vous recommencez. Donc vous établissez comme ça des chaînes sur le plan international. On va assister à un commerce international de l'hydrogène. Bon, mais là, on revient à votre question sur les rendements. À chaque fois, effectivement, il y a un peu de déperdition. Donc, il faut faire les calculs. Et puis, de toute façon, il y a des choses qui ne sont pas possibles. Si vous voulez aller chercher de l'hydrogène au Chili, le gazoduc ne sera jamais la réponse. Hein. Donc, il faut voir ce qui est le mieux adapté. Alors, sur la question de... Est-ce que c'est intelligent d'utiliser l'hydrogène pour faire avancer une voiture? La réponse, c'est pas l'option qui a été prise en France. Vous avez cité un taxi, c'est pas la voiture de Monsieur Tout le Monde. Donc en fait. Alors peut-être quand les coûts auront baissé considérablement, peut-être que la situation sera différente. Dans l'immédiat, nous considérons que l'hydrogène est bien, quand je dis nous, c'est généralement admis. L'hydrogène est bien adapté pour les transports lourds et pour les transports intensifs. Donc ces transports lourds, c'est les bus, les bennes à ordures, les camions, et le camion longue distance, le train. Mais si le réseau est électrifié, il ne vaut évidemment pas utiliser un train hydrogène. Mais il y a une bonne partie. Tous les TER, il y a une bonne partie du réseau qui n'est pas électrifié. Et qui coûte très cher à électrifier. Et ça peut être une bonne. Le prix d'électrification, on estime que c'est entre 1 et 3 millions du kilomètre. Donc il faut faire les calculs aussi. Donc le train, le bateau, et puis l'avion à une échéance qui est peut-être un peu plus éloignée. Donc mobilité lourde ou mobilité intensive. Discuter avec le fondateur de la société Step là, qui exploite ces taxis Hype. Au départ, il souhaitait faire une société de taxis avec des taxis électriques à batterie. Et il dit ça marche pas, enfin c'est pas possible, c'est des temps de charge trop longs, donc c'est pas possible. Donc là il a trouvé une organisation qui permet effectivement avec l'hydrogène d'exploiter cette société de taxi et de la développer. Et sur le fait un petit exemple si vous voulez donner 500 km d'autonomie à un camion de 44 tonnes. Si vous le faites à la batterie, il vous faut 3 tonnes 8 de batterie. Si vous faites à l'hydrogène, c'est pas léger non plus, hein, il faut de l'ordre de 1 tonne 8. Donc vous gagnez 2 tonnes en charge utile. Et alors la recharge, si vous le faites avec une borne de 50 kW, alors c'est pas la borne de Monsieur. Ouais, et puis c'est pas le superchargeur, mais c'est pas la borne de Monsieur Tout le Monde. C'est pas la borne de Monsieur Tout le Monde. Hein. Il vous faut 13 heures. Si vous prenez une borne de 350 kW, ça ne se trouve pas tous les jours, il vous faut encore 3 heures, alors qu'avec de l'hydrogène, il vous faut entre 10 et 20 minutes. Oui, les camions ne peuvent pas rester 13 heures. Si vous êtes le premier si vous êtes sur l'autoroute, le premier arrivé sur la borne, c'est bien. Sinon. Oui, mais pendant ce temps-là, le camion il ne tourne pas. Pour les transporteurs. Oui, alors on nous dit, oui, mais de toute façon, les transporteurs sont obligés de faire un temps de repos. Oui, enfin, globalement, en termes d'exploitation, le confort n'est pas là. Enfin, c'est pas. Et dans ce cas-là, est-ce que c'est une querelle vaine ou qui n'a aucun intérêt, le fait de ces grosses piles à combustible et petites batteries ou... Là, ça dépend de l'usage. Donc là, il faut, ça rentre. Enfin, je suis pas compétent. Il faudrait demander à des constructeurs auto. La tendance est quand même bien de. Enfin, disons comment dire. La réserve d'énergie, c'est l'hydrogène. Donc, on a plutôt tendance
avoir une pile suffisante et puis une batterie d'appoint. D'appoint, oui. Il y aura toujours une batterie, ça c'est Oui. sûr, mais qui sera faible, notamment pour récupérer l'énergie de freinage, par exemple. Alors je me rappelle être allé au salon de Francfort à l'époque et j'avais vu une BMW série 7 qui était alimentée directement à l'hydrogène sur un liquide sur un moteur thermique adapté. Est-ce que c'est quelque chose qui... c'était une expérience? Il y a des gens qui retravaillent là-dessus, je sais, des constructeurs. Est-ce que c'est juste des tests ou est-ce que ça peut aboutir? C'est étonnant cette histoire, parce que effectivement, BMW s'est arrêté, la pile à combustible a eu le vent en poupe, mais la question de l'ICE, du moteur Internal Combustion Engine, le moteur à combustion interne, à hydrogène, revient dans le jeu, pour plusieurs raisons. D'abord, on se dit, c'est quand même dommage, par exemple, un exploitant d'une flotte de camions qui vient d'acheter ces camions, c'est quand même dommage de les mettre à la poubelle pour pour passer à l'hydrogène ou d'attendre que les camions soient usés. Donc, tandis que si on pouvait tout de suite convertir ces moteurs à explosion à l'hydrogène, ça serait quand même un gain tout à fait appréciable. Alors, Toyota, il travaille. Toyota, qui est quand même le pionnier de la voiture, de la pile à combustible et de la voiture à hydrogène, a fait une association avec toute une série d'entreprises nippones. Je pense qu'il y a Yamaha, il y a Kawasaki, Suzuki, il y en a beaucoup. Et ils vont, développer et travailler sur ce moteur à combustion interne. En France, l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles travaille là-dessus. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est qu'il s'agit encore d'une combustion. Et donc, qui dit combustion, dit oxyde d'azote. Alors, il n'y aura plus de particules, il y aura plus ou du moins très peu, parce qu'il y a encore de l'huile dans votre moteur, donc l'huile peut éventuellement brûler, donc ça donnera peut-être epsilon en termes de particules, mais il n'y aura plus de CO2, de gaz carbonique, mais il y aura encore des oxydes d'azote. Ce qu'on nous dit, c'est que c'est du niveau de l'Euro 6. Donc c'est très faible. Alors ça a un avantage. Donc l'avantage, je disais, sur la conversion, le rétrofit, comme on dit, rapide d'un certain nombre de véhicules existants. Et puis, ça pourrait être intéressant dans ce qu'on appelle l'off-road, c'est-à-dire les engins de chantier, où il y a quand même des doutes quant à en amont, la pile à combustible a besoin d'oxygène et d'hydrogène. Bon, l'hydrogène n'a pas de problème, il y a un réservoir, mais l'oxygène, il est pris dans l'air. Et avec la poussière d'un chantier, on peut penser que les filtres vont s'encrasser vite et que ça va poser des problèmes d'exploitation, de maintenance. Donc, les gens de l'off-road, il y a en particulier un de nos adhérents, JCB, le fabricant d'engins de travaux publics, a une solution pour une grosse pelle à hydrogène. D'accord. Et ils sont en moteur à combustion interne et en termes de rejet, ils disent que c'est tout à fait acceptable. Donc c'est une solution, c'est peut-être pas la solution définitive, mais je pense que dans l'état d'urgence dans lequel on est, on peut pas se permettre de faire les difficiles. Enfin, je crois que toute solution qui améliore la situation est bonne à prendre. Alors justement, moi j'ai une question sur parce qu'il faut recharger. Donc l'électrique, c'est déjà compliqué en France, surtout si on fait de l'itinérance. Il faut organiser son déplacement. Alors ça m'a toujours interloqué. On a un champion du monde, tout du moins français, qui s'appelle Air Liquide, qui travaille dans le monde entier, sur plein de pays. Et on a l'impression que ça se développe beaucoup plus les stations de recharge à hydrogène à l'étranger qu'en France, et notamment en Europe, surtout en Allemagne, en Italie. On reçoit des communiqués de presse qui nous annoncent que Air Liquide a installé des stations aux Pays-Bas.
Et puis en France, on a l'impression qu'ils s'en installent pas beaucoup. Il y en a une à Buc, ça c'est sûr. Il y en a 2 ou 3 sur Paris, mais voilà, c'est vrai, on a l'impression que ça reste expérimental. Alors je vous dis ça, c'est pour provoquer la réponse, mais est-ce que ça va bouger, est-ce que ça va évoluer, est-ce qu'on va avancer? Et on parle aussi des coûts des stations de. Alors après, il y a 2 types de stations de recharge. Il y a celle qui fait que de la recharge, il y a celle qui produit et fait de la recharge. Pas faire trop de complexe, parce qu'on est plutôt bien placé. Il y a actuellement 51 stations qui sont ouvertes en France. D'accord. En Allemagne, je ne suis pas sûr qu'ils aient dépassé le cap des 100. Je n'ai pas le chiffre, mais... Et ce qu'on dit entre nous pour ricaner, c'est qu'il y a quasiment plus de stations que de voitures en Allemagne. Donc, en fait, c'est ça qu'on a voulu. Les Allemands, la philosophie qu'ont adopté les Allemands a été de dire, on voit dans les autres carburants alternatifs que c'est l'infrastructure qui bloque. Donc on va mettre une infrastructure et les véhicules viendront. Donc ils ont mis l'infrastructure avec des fonds publics, ils ont mis l'infrastructure de recharge, ils ont pris une avance très significative par rapport à nous, c'est clair, sauf qu'il n'y a personne. Il y a très peu de véhicules. Nous avons dès 2014 fait des études sur le concept de flotte captive. C'est-à-dire, il nous faut à minima une certaine flotte, un certain taux d'utilisation de la station avant d'installer la station. Et donc, ça demande plus de temps. Donc mais on est les collectivités Oui, ou des entreprises. Des entreprises. Le transport. Alors, je disais 51 stations ouvertes, il y en a 29 qui sont publiques. Et donc il y a un certain nombre de plans qui sont en cours de développement pour. Alors le plus emblématique, je dirais, c'est en région Auvergne-Rhône-Alpes, la Zero Emission Valley, qui consiste à développer sur le territoire de la région une vingtaine de stations avec 1200 véhicules utilitaires légers. Le plan est en train d'être reconfiguré parce qu'on s'aperçoit que, les véhicules restent encore trop chers. Et donc il y a encore une réticence à l'acquisition de ces véhicules utilitaires légers. On n'a pas autant de facilité qu'en Allemagne. En Allemagne, c'est 80% de l'écart entre un véhicule à hydrogène et un véhicule thermique qui est pris en charge par l'État. En France, c'est pas aussi généreux. Il n'y a pas beaucoup d'aide. Si, mais pas aussi généreux. Si, Djebari a fait pas mal de choses, mais c'est pas aussi généreux qu'en Allemagne. Et donc du coup, ça peine un peu à se développer. Et d'autant qu'il n'y avait pas non plus beaucoup de véhicules. Longtemps, on n'a eu que le Kangoo à hydrogène. Là, vous avez Stellantis qui va sortir sa gamme électrique. Il va la passer à. Il y a Renault qui va avoir le Master. Renault va sortir dans l'année le Master, oui. Et ils vont. Alors, à une échelle peut-être un peu plus lointaine, refaire des Kangoo également. Et donc, toute la gamme Stellantis, le Jumpy, l'Expert ou le Vivaro, seront à l'hydrogène. Donc, les véhicules arrivent. Il faut encore qu'on ait un petit coup de pouce pour améliorer l'aide à l'achat. Alors, quels sont nos projets? Nous pensons qu'avec 1000 à 1700 stations, on pourrait couvrir, on donnerait un confort suffisant aux utilisateurs. Et nous sommes actuellement en train de... C'est l'horizon quoi, ça 2030. 2030. Et nous sommes en train de voir comment... donc 1700, c'est un premier chiffre qu'on a sorti dans une première étude, je dirais. Et on est en train d'affiner l'étude avec... un IRT avec un consultant, de façon à optimiser ce chiffre et voir quel est le chiffre qui est le plus approprié, le chiffre optimal. Il n'y a que Air Liquide qui commercialise de l'hydrogène et qui fabrique des stations. Il y a des concurrents en France? Ah oui, il n'y a pas...
Air Liquide produit l'hydrogène, mais à ma connaissance, Air Liquide ne fait pas de station. Les stations, vous avez une société qui s'appelle HRS, qui vient d'entrer en bourse et qui... dans vos adhérents Oui, bien sûr. Proviridis, également. Une société qui s'appelle Attaway. Oui, Attaway, oui. McPhee. McPhee fait également une station. Attaway, ils étaient hier à la soirée de gala, ouais. Et on les a reçus ici, Attaway. Oui, donc je pense... Nous, on a sorti, France Hydrogène, ça s'appelait encore la FIPAC à ce moment-là, a sorti une étude donnant les contours de ce que pourrait être un plan, une stratégie nationale d'hydrogène. C'est venu par l'Europe alors, ou c'est venu par l'Europe? Non, c'est notre réflexion interne. Alors on savait ce que faisaient les Allemands, donc les Allemands ont dû sortir leur stratégie en juin, l'Union européenne en juillet, et nous le 8 septembre. Donc, les Allemands, c'est 9 milliards, c'est ça, c'est 7 plus 2, je crois. Oui, nous, c'est 10 milliards, donc on fait plus. Non, mais en fait, je vais y revenir après. En fait, il faut additionner l'ensemble des éléments. Et donc, effectivement, le 8 septembre 2020, Bruno Le Maire et Barbara Pompili annoncent la stratégie nationale hydrogène et donnent essentiellement 2 chiffres. On veut, les 3 axes, je peux les rappeler rapidement, décarboner l'industrie. Ça va nécessiter des quantités d'hydrogène très importantes et donc s'appuyer sur ces quantités massives pour créer une filière française de l'électrolyse compétitive. Premier axe, premier pilier. Deuxième axe, décarboner la mobilité professionnelle. Donc faire une mobilité professionnelle propre à base d'hydrogène. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, les camions, les bus, etc. Ou la mobilité intensive, tout ce qui est, on l'a pas cité tout à l'heure, tout ce qui est logistique du dernier kilomètre, c'est là que les petits véhicules, enfin les véhicules utilitaires légers vont servir. Et troisième axe, le constat qu'en termes de recherche, développement, innovation, en France, on est plutôt bien. Et donc poursuivre, garder ce haut niveau d'excellence et en faire un. On a des bons ingénieurs. Et ils disent, les 2 ministres disent, le gouvernement est prêt à soutenir la filière et y mettre 7 milliards d'euros. Et on veut atteindre 6500 mégawatts d'électrolyse. L'automne dernier, en octobre dernier, le président Macron présente son programme France 2030. Il y a 10 objectifs. Sur les 10, il y en a 5 qui concernent de près ou de loin l'hydrogène. Et notamment, un des objectifs, c'est je veux faire de la France un des leaders, le leader. Enfin, moi je dis, on serait un leader, ce serait déjà bien. Le leader de l'hydrogène renouvelable ou bas carbone. Et sur les 30 milliards, 1,9 milliard s'ajoute aux 7,2 qui étaient déjà précédemment. Et puis, il y a aussi un objectif de décarbonation dans les 10 objectifs. Et là-dedans, l'hydrogène jouera aussi un rôle. Donc, quand vous additionnez tout, vous avez plus de 10 milliards, puisqu'il y a aussi des fonds qui ne sont pas là-dedans, qui sont dans ce qu'on appelle le CORAM, l'organisme qui pilote la recherche dans l'industrie automobile, qui a également des fonds. Et également l'aviation, le CORAC. Donc, et l'Europe donne aussi dans le plan européen, ou le plan européen c'est juste l'addition de chacun des plans? Dans les 7 milliards d'euros, il y a 2 ou 3 milliards qui viennent du plan de relance européen. Mais alors, donc pourquoi ça avance pas plus vite? C'est que donc il faut un soutien. Donc ce soutien, on l'a. Ce qui est la beauté de la chose, c'est que on a maintenant une stratégie nationale. On a des fonds qui sont pas négligeables du tout. On est passé de 100 millions en 2019, et c'est pas rien, à plus de 1 milliard par an sur 10 ans. Enfin sur 8 ans, d'ici 2030. Et on a une gouvernance. Il y a un Conseil national de l'hydrogène qui réunit tous les présidents des comités stratégiques de filière qui ont à voir avec l'hydrogène. Donc vous avez ceux qui sont dans la sidérurgie, donc le travail des métaux, mais également le maritime, mais également l'aérien. Enfin bref, il y a 8 comités stratégiques de filière qui sont dans ce domaine-là.
C'est donc présidé du côté gouvernemental par Bruno Le Maire, enfin par le ministre de l'économie et le ou la ministre de l'écologie. Et puis du côté des industriels par Benoît Potier pour Air Liquide et par Patrick Koller, patron de Forvia. Forestia ou Forvia. Forestia. Oui, mais je crois qu'ils ont changé de nom. Oui. Et il s'appelle Forvia, je crois. Oui, ils sont travaillés avec Michelin. Oui. C'est ça. Et et ça, c'est l'occasion 2 fois par an de faire le point, voir où on en est. Donc ça permettra de suivre la mise en place de la stratégie. On a des fabricants d'électrolyseurs. Fabricants de piles à combustible. De réservoirs. À Alstom. Donc il y a... Bruno Le Maire a présenté dans un communiqué de presse en début mars une carte de France avec les différents projets. Donc l'accord n'est pas encore venu de Bruxelles, mais enfin disons on sait à peu près quand même où ça va, à quoi ça va s'appliquer. C'est une première chose. Et puis deuxièmement, il faut mécanisme de soutien, c'est-à-dire que la production d'hydrogène par électrolyse était, il faut être très prudent, plus chère que la production d'hydrogène à partir de gaz naturel. Je dis était parce que, en gros, quand avec les chiffres, disons, avant la crise et avant la guerre en Ukraine, le gaz naturel était de l'ordre de 20 euros du mégawattheure et l'électricité était plutôt à 70-80. L'électricité a augmenté, le prix du gaz naturel aussi. Alors ceux qui sont directement branchés sur une éolienne, ils peuvent avoir des coûts intéressants pour l'électricité, mais ceux qui sont sur le réseau, c'est pas le cas. Bon, enfin bref, il faut combler l'écart, s'il existe, entre l'hydrogène fait par électrolyse et l'hydrogène fait par vaporéformage, avec soit en payant la taxe carbone, soit en payant le captage et la séquestration du gaz carbonique. Et là aussi, il s'agit d'une aide d'État, donc il faut également l'accord de Bruxelles. Donc ces 2 accords, que ce soit pour l'investissement à les gigafactories ou le mécanisme de soutien, ces 2 accords devraient arriver d'ici la fin juin. Donc on nous promet d'ici la fin juin, et à partir de là, des décisions pourront être prises quant au projet, et ça va pouvoir décoller. Je crois qu'avant 2024-2025, on ne verra pas encore grand-chose dans le paysage. Mais disons, les usines se font. Un des fabricants d'électrolyseurs, qui est norvégien, qui s'appelle Nel, qui est, disons, l'héritier de Norsk Hydro, enfin le norvégien qui dans le temps faisait de l'hydrogène pour faire des engrais, inaugure aujourd'hui une usine qui va lui permettre de faire 500 mégawatts d'électrolyseurs par an. Donc c'est pas encore le gigawatt d'électrolyseurs, mais enfin ils vont pouvoir l'étendre à 2 gigawatts. Donc les choses se mettent en place. McPhy a choisi son terrain à Belfort. Elogen, filiale de GTT, qui est elle-même filiale de Engie, envisage une usine à Vendôme. D'accord. John Cockerill envisage une usine en Alsace. Donc les choses... en matière de piles à combustible, Symbio envisage une usine à Saint-Fond, donc dans la région lyonnaise. Donc les choses sont prêtes. Enfin. Donc on a parlé histoire, technologie, stratégie. Est-ce qu'on peut... je vais me faire un petit peu l'avocat du diable en posant quelques questions, enfin en me mettant du côté des critiques de l'hydrogène, pour avoir des choses concrètes. Par exemple... aujourd'hui, 1 kilo d'hydrogène à la pompe. Alors j'avais noté 1,50 € le kilo. Est-ce que c'est quelque chose qui est vrai, ou qui est pas vrai, ou qui va augmenter, ou qui va baisser? Bon, aujourd'hui c'est le prix aujourd'hui c'est en deçà du prix du diesel ou d'un litre de diesel ou d'essence. Mais est-ce qu'on est toujours dans ce chiffre d'1,50 € ou pas du tout? Alors,
C'est ce que je disais à l'instant. Le chiffre de 1,50 € du kilo, c'est pour de l'hydrogène qui serait produit à partir du gaz naturel, pour un gaz naturel qui serait à 20 € du mégawattheure. Si votre gaz naturel est à 60 ou 80 € du mégawattheure, c'est plutôt... On arrive aux alentours de 2 €. Non. Alors attends, je vais refaire le calcul rapidement. Tout le processus de vaporéformage vous demande à peu près 50 kWh pour faire 1 kg. Donc si votre gaz naturel il vaut 100 € du mégawattheure, la part du gaz naturel dans le kilo d'hydrogène c'est 5. Donc si c'est 20 €, c'est 1. Et à ça, vous ajoutez l'installation de vaporéformage. Donc, c'est comme ça que vous obtenez 1,5. Mais si au lieu de 20, c'est 80, c'est 4 fois plus, donc ça fait 4, et vous ajoutez toujours votre 0,5, c'est 4,5. D'accord. Ah oui, c'est... Alors, pour terminer, si vous deviez résumer les 5 avantages de l'hydrogène. Vous vouliez pas m'interroger sur les quantités aussi ? Oui, sur les quantités. Les quantités, en fait... Actuellement, je vous l'ai dit, actuellement, c'est un petit 900 000 tonnes d'hydrogène, dont seulement 420 000 tonnes est produit réellement. C'est à la fois pour le raffinage et pour la production d'engrais. C'est de l'ordre de 420 000 tonnes. Il y a une petite partie qui va aussi à la chimie. Pour donc ce que nous avons analysé, c'est je disais tout à l'heure que quand Bruno Le Maire a présenté la stratégie à l'horizon 2030, il parlait de 6500 mégawatts. Donc cette quantité, on l'a retrouvée, et ça va permettre de produire à peu près 680 000 tonnes d'hydrogène renouvelable ou bas carbone, qui va permettre de développer la mobilité. Il y a à peu près 160 000 tonnes qui va aller à la mobilité lourde ou intensive, comme je disais, et 475 000 tonnes à peu près qui va aller à l'industrie, que ce soit dans les engrais, que ce soit dans la sidérurgie également, la cimenterie, donc un certain nombre de domaines. Et ce que nous avons fait également... En complément de la stratégie nationale, je dirais, en tant que filière hydrogène, nous sommes dit les exigences en matière d'environnement sont de plus en plus élevées. C'est le paquet Fit for 55 du 14 juillet dernier. Donc les exigences sont de plus en plus élevées. Donc il faut également relever notre ambition. Et donc on a poussé un peu les curseurs et on pense qu'on pourra aller jusqu'à 1,1 million ou 1090 kilotonnes, 1,1 million de tonnes d'hydrogène, à l'horizon de 2030 toujours. Alors on arrive au terme quasiment de l'émission, donc on va essayer de faire court sur... donc si vous deviez lister les 5 principaux avantages de l'hydrogène, et puis après peut-être les 3 ou 4 on va dire défauts, ou plutôt points d'amélioration de l'hydrogène sur lesquels il faut absolument travailler. Alors d'abord les avantages. C'est un combustible propre. Hein, il ne rejette pas de gaz carbonique, pas de poussière, rien. Donc propre, abondant, que ce soit dans les hydrocarbures, pour autant qu'on sait l'extraire proprement, ou dans l'eau. Très volatile, donc je mets comme un avantage, c'est-à-dire que, alors on nous dit, je vais le mettre dans les inconvénients, c'est considéré comme dangereux, sauf que c'est très volatile, c'est-à-dire que la concentration, elle subsiste pas, c'est-à-dire ça diffuse très, très rapidement. Donc propre, abondant, très volatile, et ça permet 2 choses, ça permet de décarboner des pans entiers de l'économie, et ça permet d'intégrer les énergies renouvelables dans le système énergétique. Parce que, et c'est là-dessus, par exemple, que GRTgaz avait commencé ses études en 2011-2012.
Quand on va avoir un système qui va être essentiellement, où la part des renouvelables va être très importante, vous avez de l'énergie à un moment où vous n'en avez peut-être pas besoin. Donc pour assurer cette adéquation, il y a la batterie, il y a les stations de pompage, mais sur la durée et en intersaisonnier, il n'y a pas de solution très appropriée et pour des quantités aussi importantes. L'hydrogène fournit cette solution. Donc voilà les 5 avantages qu'on peut dire. Sur les 2-3 points d'amélioration ou inconvénients? Alors, c'est un vecteur énergétique, il faut le produire. C'est comme l'électricité, c'est un vecteur énergétique. Voilà. C'est difficile à transporter. Ça reste cher. Et c'est perçu comme dangereux, même si je pense que, allez, je lâche le mot, le Hindenburg, là, on fait un mauvais procès à l'hydrogène. C'est plutôt le dirigeable, c'est la paroi, c'est l'enveloppe du dirigeable qui a brûlé, et c'est pas l'hydrogène qui a créé le problème. D'accord. Et pour terminer, si vous aviez, qu'est-ce que dans tout ce que vous voyez, vous examinez, vous êtes au courant de tout ce qui est en termes de recherche, etc. Qu'est-ce qui fait que, est-ce qu'on a une distinction en France? Est-ce qu'on travaille sur quelque chose que les autres ne font pas encore? Est-ce que vous avez un petit scoop à nous proposer, ou une innovation qui est franco-française, une originalité? Oui, tout à fait. C'est une bonne question. L'électrolyse haute température. Je pense que là, je pense que la France a pris une avance. Alors, ça existe déjà. Il y a une petite société en Allemagne, mais je pense que l'association qu'on a vu naître autour de la société Genvia, qui est l'association de Schlumberger, du cimentier Vicat, de Vinci, que ce soit Vinci Concession, Vinci Airport, Vinci est très en pointe sur l'hydrogène et veut vraiment développer l'usage de l'hydrogène. Également dans cette société, il y a évidemment le CEA qui a développé la technologie, et il y a l'agence régionale énergie-climat d'Occitanie. L'Occitanie est très en pointe, ils ont une stratégie hydrogène. Et mobilité propre, etc. Voilà, et puis elle est dotée de 150 millions, ce qui est pas rien. Pour une région, c'est quand même assez énorme. Ça montre vraiment une vraie volonté de se développer. Enfin, Carole Delga a mis le paquet, là. Et donc... vous avez donc cette électrolyse haute température. Électrolyse haute température, ça veut dire qu'on va électrolyser non pas de l'eau, mais de la vapeur d'eau. Et ça va permettre d'augmenter des rendements. Vous avez des rendements qui sont au-delà de 95%. L'électrolyse traditionnelle, vous avez des rendements de l'ordre autour de 70%. Là, vous allez avoir des rendements de plus de 90%, même de 95%. On va même parler, alors c'est peut-être encore au niveau du laboratoire, des rendements de 98%, vous voyez. D'accord. Donc l'enjeu maintenant, ça va être, cette société, elle est installée. Elle est installée dans les locaux de Cameron, filiale de Schlumberger à Béziers. Ils ont commencé à travailler, ils font des progrès très importants, très rapides, et ils ont un premier stack de 300 kW qui va sortir d'ici la fin de l'année, un stack de 1 MW qui va sortir l'an prochain, et disons le passage à l'échelle quelques années plus tard. Donc, et l'intérêt aussi, c'est que certains pensent aussi à coupler... vous allez me dire, c'est bien, mais la chaleur, il faut la produire. Donc, sauf que de la chaleur, vous en avez sur un certain nombre de process industriels, vous avez de la chaleur gratuite, chaleur fatale. Alors, c'est vrai dans les cimenteries, c'est ce qui explique aussi la présence de Vicat dans cet attelage, dans cette société. Mais... ceux qui conçoivent les EDF, ceux qui conçoivent les réacteurs nucléaires du futur, pensent déjà à faire une sortie de chaleur. Oui, parce qu'ils ont de la chaleur évacuée. Voilà, et ils ont de la chaleur, et ça permettra le couplage d'un réacteur nucléaire, peut-être un petit réacteur nucléaire avec une électrolyse haute température, permettra, disons, de faire produire à la fois de l'électricité et de l'hydrogène. Donc, eh bien, je vous remercie Philippe Boucly, merci de nous avoir réservé cette info et puis encore d'avoir répondu à toutes nos questions.
On a été un peu technique, mais c'est intéressant parce que l'hydrogène, c'est technique, c'est de la chimie, mais c'est aussi stratégique, c'est notre énergie de demain et notre mobilité. Merci également à nos auditeurs et qui nous donnent rendez-vous pour d'autres interviews, des petites, des interviews grandes, des interviews comme celle-ci, des interviews croisées, dans les mois à venir et tout au long de l'année. Merci à toutes et à tous et encore à très bientôt sur A-News Mobility.